Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Après des difficultés au démarrage, la campagne européenne de vaccination a connu cette semaine un nouveau revers. Plusieurs pays membres ont suspendu ou limité l'usage des doses produites par AstraZeneca après des signalements d'effets secondaires provoquant d'éventuels caillots sanguins. Cette affaire a provoqué la consternation et la colère au sein du monde médical. On rapporte 40 incidents sur au moins 20 millions de personnes vaccinées avec ce sérum dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Selon un virologue, cette suspension était même irresponsable. En fin de compte, aucun lien direct ne peut être établi entre le vaccin et les caillots sanguins. Bien évidemment, ce débat a alimenté le scepticisme vaccinal et il intervient à un moment difficile pour l'Union européenne. Si nous regardons la situation épidémiologique, cela se dégrade. C'est inquiétant. Nous voyons avec le variant, principalement le B117, détecté d'abord au Royaume-Uni, nous voyons la crête d'une troisième vague qui se forme dans les États membres et nous savons que nous devons accélérer le taux de vaccination. L'Agence européenne des médicaments et l'Organisation mondiale de la santé appellent à maintenir les campagnes de vaccination et soulignent que les bénéfices sont bien supérieurs aux risques potentiels. La Commission européenne veut croire, malgré la suspension temporaire du vaccin d'AstraZeneca, qu'il est possible d'atteindre ces objectifs de vaccination, d'autant plus que d'autres entreprises ont annoncé qu'elles augmenteraient leur livraison. Je peux dire que nous sommes dans les clous de nos objectifs, à savoir 300 millions de doses d'ici la fin juin et la vaccination d'ici la fin de l'été de 70% de la population adulte en Europe. Ces objectifs sont à notre portée. La Commission a aussi présenté ses plans pour mettre en place un certificat qui doit faciliter les déplacements au sein de l'Union et sauver les vacances d'été. C'est évidemment un but important pour une Europe frappée de lassitude pandémique. Des manifestations se multiplient contre les restrictions et les confinements, mais nulle part ailleurs il n'y a eu autant de violence qu'aux Pays-Bas. Ce n'était peut-être pas le moment idéal pour le gouvernement d'organiser les élections législatives. Toutefois, le Premier ministre, Mark Rutte, a remporté cette semaine le scrutin et entame un 4e mandat. Quelles sont les conséquences des élections néerlandaises dans le débat européen? Nous avons voulu poser la question à un ancien homme d'État. Des Pays-Bas, passons à l'Irlande. Les Irlandais ne se sont pas rendus aux urnes cette semaine, mais il y avait une autre date importante, la Saint-Patrick. Il y a normalement de nombreuses parades, en particulier aux États-Unis, pour célébrer cet héritage irlandais. En général, les Irlandais fêtent cela au pub, autour d'une bière ou deux, voire trois. Ce n'était pas le cas cette année. Pour la deuxième fois consécutive, les pubs de Dublin étaient fermés à cause de la pandémie. C'est un moment important pour ceux qui apprécient l'hospitalité irlandaise. Il n'y avait personne avec qui trinquer, sauf de façon virtuelle. Le reste du monde, en revanche, a montré à quel point il affectionne l'Irlande. De nombreux monuments et bâtiments se sont drapés de vert. Cela ne remplace pas un instant passé dans votre pub favori, mais le geste est important. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine. Retrouvons Jaap de Hoop Scheffer, professeur à l'université de Leiden, ancien secrétaire général de l'OTAN et ancien ministre des Affaires étrangères. Merci de répondre à nos questions. La victoire de Mark Rutte n'est pas vraiment une surprise, mais le bon résultat de son partenaire de coalition, les libéraux pro-européens du D66, en est une. Leur présidente, Sigrid Kaag, a souligné quelque chose d'intéressant pendant la campagne. Elle a dit que les Pays-Bas devaient coopérer davantage avec la France et l'Allemagne. N'est-ce pas la conséquence logique du Brexit pour les Néerlandais? C'est une des conséquences du Brexit. Nous avons toujours, en tant que Néerlandais, une orientation vers l'Ouest, une orientation transatlantique. Mais je dois ajouter qu'au cours des 15 dernières années, l'Europe était dans la même voie transatlantique. Mais après le Brexit, et en cela je rejoins Sigrid Kaag, la France et l'Allemagne devraient être, pour les Pays-Bas, bien évidemment, le premier point de référence.
Est-ce que l'on va voir un nouveau gouvernement de Mark Rutte plus conciliant avec l'Europe, plutôt que la ligne dure adoptée ces derniers temps en matière budgétaire? Il y a maintenant, sans aucun doute, le D66 au gouvernement, un parti très pro-européen. N'oubliez pas que Volt, le parti pan-européen, a aussi gagné 3 sièges au Parlement. Cela montre que tourner autour de la question « Que devons-nous faire avec l'Europe ?» n'est pas une façon de gagner des voix auprès des électeurs. Comparé aux grands voisins allemands, le résultat des Verts est décevant. Comment expliquer cela dans un pays si progressiste et où la politique climatique joue un grand rôle? C'est une question que doit aussi se poser le Parti écologiste. Mais je suis surpris par l'ampleur des pertes pour les Verts. Peut-être se sont-ils trop concentrés sur le climat. Un autre phénomène intéressant est la fragmentation de l'extrême droite. Le populisme est-il sur la défensive comme on l'a vu ailleurs en Europe? J'ai des doutes. Lorsque je regarde les partis populistes qui devraient être représentés au Parlement, ils occupent entre 25 et 30 sièges. D'un côté, ce n'est pas grand-chose quand vous regardez les résultats des 2 principaux vainqueurs. D'un autre côté, ce n'est pas anodin. Mais il y a une fragmentation. Jaap de Hoop Scheffer, merci d'avoir répondu à nos questions. Pleasure.